Bienvenue dans Designer Afrique, le podcast où on parle de créativité, de réalisation, de designers, le podcast où on s'entretient avec vos designers, ceux qui créent le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Coraline Guerriot, responsable pédagogique de la filière design d'objets à Africa Design School. Bonsoir Madame. Bonsoir, et je suis aussi responsable pédagogique du cycle master. Ok, bon, vous avez appris ça, j'allais le dire pas dans la suite, okay. Mais bon, c'est une information qui s'ajoute. Aujourd'hui, on va parler de design d'objets avec Madame Guerriot. On va découvrir le parcours, on va découvrir la filière, bon, ce qu'on fait en design d'objets. On va découvrir aussi la vision. Alors, pour commencer, vous allez déjà nous dire, vous allez vous présenter. Bon, j'ai déjà dit le nom, mais vous présentez, ceux-là, bon, c'est vous-même présentez, vous comme vous le sentez. Ok, ça marche. Merci, bonsoir. Puis bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Coraline. Je suis effectivement responsable pédagogique à Africa Design School et je suis designer de formation, designer en produits industriels de formation dans un premier temps et puis ensuite care designer, donc designer en santé sociale. Donc voilà, à peu près. Autant de profils qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà. Madame, pourquoi vous avez voulu devenir designer? Est-ce que c'est un rêve d'enfant? C'est un clic? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai voulu devenir designer? En fait, c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir le design assez jeune. Okay. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais au collège, dans un collège totalement normal, on va dire. Et j'avais des appétences pour tout ce qui était dessin, création, etc. Et j'adorais l'histoire de l'art et l'art plastique. Et donc, du coup, un jour, ma professeure d'art plastique m'a dit « Tiens, toi, ça serait intéressant que tu ailles faire les journées portes ouvertes d'une école qui était à Nantes, puisque je suis nantaise d'origine. Donc, c'était un lycée en art appliqué. Donc, il faut savoir qu'en France, on va avoir, dès le bac, des options, on peut faire du design. Donc, c'est des baccalauréats technologiques où on découvre, en fait, pendant 3 ans, le design dès la seconde. La seconde. Vous découvrez déjà un métier que vous pouvez faire dans votre vie. Ouais. Est-ce que, à travers ça, une fois que vous avez le bac, vous pouvez commencer à travailler directement en France? Non, pas du tout. Il faut forcément faire l'université. Si, personne, tout le monde peut travailler directement après le bac. Ah, ok, mais c'est vrai qu'on est plutôt conseillé, orienté à aller vers des universités. Après, moi, c'est vrai que quand j'ai fait les journées portes ouvertes, c'était à l'école La Joliverie à Nantes, qui est encore là et qui forme encore du coup des lycéens au design. Ça a été vraiment une énorme, on va dire une énorme claque où tout d'un coup, je faisais des journées portes ouvertes et je découvre que tout ce que j'apprécie, la recherche, le dessin, la matière, etc., c'est possible. Et ça a un nom, ça a des métiers derrière, etc. Et en fait, je découvre le design d'objets, le design d'espace, le design numérique, le design graphique et tout en même temps. Et pourquoi le design d'objets? Pourquoi le design d'objets? C'est venu un peu plus tard. Parce que en fait, au lycée, on avait des cours d'histoire du design, des cours de projet aussi. En fait, on faisait des ateliers projets un peu comme ce qu'on fait maintenant à Africa Design School. On avait même, en fait, au diplôme de bac, on avait un projet, ce qu'on appelait un projet de 75 heures, où on devait choisir une thématique, proposer un projet, où on avait 75 heures en classe, mais on n'avait pas le droit de rentrer chez nous avec le projet. 75 heures en classe? En classe. Où en fait ça se passe sur plusieurs semaines. Vous rentrez quelques fois, mais le projet reste à l'école. Exactement, on n'a pas le droit de travailler sur le projet en dehors de l'école. Du coup, tout est à la main, on n'a pas le droit à l'ordinateur, on fait des planches à la main, on dessine à la main, on fait tout à la main. Et du coup, j'avais choisi, je crois que c'était la nature en ville. Et du coup, à travers ce projet-là, je me retrouve à faire du mobilier urbain qui, pour la ville de Nantes, qui a une possibilité de verdure et d'attirer la faune et la flore, etc. Et puis ça devient un mobilier vivant, etc. Et j'en fais les maquettes, etc. Et puis j'aimais bien en fait le dessin d'objets, j'aimais bien créer des objets que des gens vont utiliser. Ouais.
Mais ce que j'aimais par-dessus tout, dès le début, dès mon arrivée dans ce lycée-là, c'était la méthodologie. Et j'adorais la recherche en design. Et le fait de me dire qu'en fait, par le design, on pouvait répondre un peu à plein de choses. À presque tous les problèmes. Ouais, voilà. ouais. Et quand vous découvrez le design d'objets, vous choisissez de faire du design d'objets. Bien, c'est pas, quand vous avez commencé la première année, c'était pas le design d'objets en première année? En fait, c'est un peu particulier parce que moi, j'étais du coup en bac à appliquer et là, on postule pour les écoles. Il faut savoir qu'en fait, on nous disait, t'as telle école qui est super bien, etc. Et puis on faisait nos vœux et on envoyait nos books, nos dossiers, etc. Mais en fait, on n'était pas sûr d'être pris dans les écoles. Et moi, il fallait être les meilleurs de la classe pour pouvoir être dans l'école que tu visais, dans le top 10 des écoles de design en France, machin, etc. Souvent des écoles publiques, donc tu passes par des sélections particulières, etc. Et puis, en fait, moi, je veux faire de la recherche en design. À ce moment-là, je veux devenir chercheuse en design et il faut que je fasse une prépa. Donc, une prépa en design. Et du coup, je fais ma liste des meilleures prépas en design et je veux absolument la prépa de l'école du Perret à Paris. Je ne veux que cette prépa-là. La meilleure école selon vous. J'ai décrété que c'était la meilleure prépa. J'ai fait toutes les portes ouvertes, je veux que ce soit cette prépa-là. C'était la meilleure école pour vous, vous voulez entrer dedans. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant... Vous avez été première de la classe? Non, et j'ai pas été prise dans cette prépa. J'ai pas été prise. Et vous avez été prise où alors? Et en fait, du coup, je suis prise dans toutes les autres prépas de France. Donc, sauf l'école de mes vocation. Entretiens, à l'époque, j'ai 16 ou 17 ans. Il faut que je passe mes entretiens à Montpellier, enfin bref, je suis dans Lyon, d'autres villes, etc. Et je prends l'avion toute seule. Je fais des allers-retours en avion navettes. Pour aller faire sur une journée. Je prenais l'avion, je descendais, je faisais mon entretien, je repartais le soir. C'était chaud. Et en fait, du coup, je veux absolument faire cette prépa-là, mais je suis pas prise. Et du coup, j'avais mis en option, le design d'objets. Sur des BTS à l'époque, c'était pas les DNMAD. En fait, les DNMAD que vous avez à Africa Design School, c'est l'ancêtre, c'est le BTS. Donc, c'était un brevet de technicien supérieur donc, sur le design. Donc, c'était en 2 ans. Pour faire un BTS, c'était pas 3 ans. Pour faire un BTS, il fallait soit, pour être admis tout de suite, avoir fait un bac à appliquer en design, soit avoir fait une mise à niveau en design. Donc c'est 1 an qui n'est pas reconnu en tant que diplôme. Donc ça veut dire que toi, à la fin, tu finis avec un bac plus 2 alors que tu as fait 3 ans d'études. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont un peu changé. Pour que ça devienne 3 ans, une licence carrément. C'est ça. Maintenant, quand vous décidez de faire le BTS en design d'objets, pour commencer la première année, la deuxième année. Ouais, en fait, moi j'ai atterri en design d'objets parce que je me dis, pour moi à l'époque, le design d'objets c'est la seule filière qui va me permettre de faire de l'expérimentation du design, de la recherche matière, de la recherche volume, etc. Toucher au truc même. Ouais, pour pouvoir après aller toujours dans mon idée de faire de la recherche. Donc je commence cette première année et j'arrive à la Martinière d'Hydro à Lyon. Donc vous n'avez pas fait en fait l'école de design de Nantes Atlantique? Plus tard. Donc, ce n'était pas la première école que vous avez faite? Non, c'était pas la première école. Mais quand vous finissez avec la première école, vous allez à l'école de Nantes Atlantique. Vous reprenez le parcours ou bien vous continuez? Non, pas du tout. En fait, c'est juste que du coup, à l'époque, j'arrive à Lyon, je fais mon BTS. Moi, j'avais un peu des obsessions sur les écoles que je voulais faire. J'avais catégoriser quelles étaient les bonnes écoles, écoles, c'était mon avis. Oui. J'étais jeune. Vous avez fait ça en fonction de quoi? De la réputation, de ce qu'on pouvait me dire, des professeurs, de mes recherches sur Internet, etc. Du coup, j'avais 2 idées. C'était la prépa à Duperré ou l'ENSI. L'ENSI à Paris. D'accord. J'avais fait les journées portes ouvertes, incroyable. J'avais postulé pareil au bac. J'avais envoyé un book fait 100% à la main par la poste. Et j'avais été prise aux entretiens. C'était incroyable, une super expérience. Il y avait très peu de lycéens qui étaient pris pour les entretiens de l'ENSI. Très peu de places. Donc ça avait été génial. Bon, j'avais pas été prise après par la suite. Donc j'arrive à la Martinière d'Hydro, j'arrive le jour de la rentrée, on m'appelle, c'est Duperré qui m'appelle. Bonjour madame, vous êtes acceptée. Après la liste d'attente. Là on est content. Là on est content, mais on se dit moi j'ai déjà signé un bail, j'ai un appartement, Donc, là vous sentez que vous êtes déjà en fait designer, mais vous faites déjà de la recherche. Vous sentez que vous allez faire de la recherche quand même? Non, pas du tout. C'est-à-dire que là, moi c'était mon premier jour, je sortais du bac, je venais d'arriver à Lyon à la Martinière. C'était mon premier jour à l'université. Et on m'appelle le jour de la rentrée pour me dire vous êtes prise
en prépa à Duperré. Bah, merci. Ok. Et moi, c'est mon premier jour de rentrée à Lyon, donc bah, merci, mais non merci. Ah. Et, mais vous avez commencé une autre université, mais on vous appelle oui. de l'autre côté pour dire on vous a appris. Oui, parce qu'en fait, quand tu postules à des écoles, bah, tu as ceux qui sont pris directement et tu as ceux qui sont sur liste d'attente. Ok. Tu as toujours des étudiants, peut-être le jour de la rentrée ou peu avant de la rentrée, qui vont être pris dans une autre école, du coup, qui se désistent. Okay. Et du coup, ça libère une place. Donc, il suffisait que je sois dans les premiers en liste d'attente. Et là, bon, bah, hop, on t'appelle. On appelle une autre personne pour remplacer. C'est bon, il y a une place. Ok. Maintenant, vous avez commencé, vous avez fait vos études en design d'espace. Après, vous avez fait un master. Mais avant d'aller. D'objets, ouais. Et après, j'ai fait un bachelor et après, j'ai fait un master. Ok. Avant d'aller vers le master où on parle là de car design, ouais. On va parler d'abord de design d'objets. Ouais. Pour vous, c'est quoi le design d'objets si vous le définissez simplement pour ceux qui nous suivent? Le design d'objets, bah, c'est penser des objets usuels du quotidien. Donc, ça va être moi, généralement, on dit répondre à un besoin à travers un objet, la conception d'un objet, ou repenser un objet existant et essayer d'améliorer ses fonctions pour pouvoir représenter un nouvel objet. Donc, en fait, le design d'objets, c'est vaste. Okay. Il y en a partout du design d'objets. Tu vas le fauteuil sur lequel on s'assoit, la lampe qui nous éclaire, la caméra qui nous filme, la voiture qui nous transporte. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, le designer d'objets, c'est celui qui peut construire un avion. Bon, je vous dis ça souvent quand on me pose la question. Je n'ai pas de définition à vous donner. Vous voulez faire de grandes choses, allez faire du design d'objets. Vous voulez construire une maison, allez faire du design d'espace. Selon vous, c'est vraiment possible? Oui, bah après, tout est possible. C'est une question de détermination. Okay. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais rencontré un architecte aujourd'hui. Et c'était assez rigolo parce que dans notre échange, donc c'est un architecte français qui est très connu, et j'étais très impressionnée de me retrouver à sa table. Et il me dit, moi, de base, je voulais faire de l'architecture, mais j'ai fait des études design produit industriel. Donc au début, je suis arrivée, je faisais mes fourchettes, je dessinais, il me sort la fourchette qui est sur la table, je dessinais ça, je dessinais cet objet. Et puis après, je me suis dit, si je fais bien cet objet, si je fais bien la table, si je fais bien le truc, après on va me confier un espace. Donc après, il s'est mis à faire du design d'intérieur. Ok. Et après, du coup, il fait bien son espace. Après, on lui confie le bâtiment. Et c'était ça l'objectif. Okay. Il a mis quelques années. Donc, en fait, il a creusé son parcours lui-même. Voilà, travail, détermination, tout est possible. Je peux commencer par faire un mobilier simple et après finir par travailler sur des avions et des objets plus techniques, bien sûr. D'accord. Maintenant, vous finissez... Bon, je n'irai pas déjà sur le master. Je vais y revenir pour qu'on parle de car design. Vous finissez la formation, je ne sais pas. Après la formation... Vous êtes venu directement au Bénin ou bien comment on passe de sa formation de Paris, mais de la France au Bénin pour pouvoir former maintenant des designers africains? Ouais, alors là on a sauté de ma première année de BTS à et à mon arrivée au Bénin. D'accord. Il y a eu plein de trucs. Ok, on va en arrière d'abord alors. On va en arrière. On commence à partir de la première année. Racontez-nous. Non, mais j'ai pas besoin de détailler, mais tu vois, j'arrive en BTS à Lyon, je fais mes années de BTS. J'étais dans une école qui était sympathique, qui était plutôt bien classée, mais en réalité, en fait, ça restait une école publique et on n'avait pas tant de moyens que ça. Donc, généralement, en fait, on devait trouver un peu ce qui nous passait par la main pour faire nos maquettes, etc. Okay. Donc, voilà, c'était de la débrouille. C'est pas dit, vous ne vous sentez pas là, mais vous avez besoin d'un monde plus comment je vais dire ça, quelque chose qui vous stimule encore mieux pour le travail. Non, pas forcément. C'était hyper intéressant parce que justement, en fait, on était vraiment lâchés à nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire qu'on était une petite promo, 10-15, on avait des encadrants qui n'étaient pas forcément des designers, on n'avait pas forcément le matériel pour les maquettes, pour les trucs, le machin, on avait quelques machines à dispo et voilà, il fallait se débrouiller. Donc c'était hyper formateur parce qu'en fait on était hyper débrouillards. Donc en fait, moi je me suis beaucoup épanouie parce que j'aimais la recherche. Donc aller chercher pour essayer de trouver une solution, ça me va. Mais j'avais des grosses lacunes techniques. Donc c'est pour ça que vous êtes passé maintenant à Nantes. Et une fois à Nantes, une fois à Nantes, en fait, moi, je passe à Nantes surtout parce que c'est un BTS à l'époque, il n'y a que 2 ans, et moi, je veux un niveau licence. Donc, j'intègre directement la 3e année de bachelor de Nantes
pour pouvoir après accéder à un master. Tu vois. D'accord. Parce que si j'ai pas une licence, je peux pas aller en master. Exactement. Donc du coup, je me dis, je vais intégrer la 3e année à Nantes. Donc je rentre chez moi à Nantes, parce que je suis originaire de Nantes. Oui. J'intègre cette 3e année, mais cette 3e année, elle était en anglais. Moi, je parlais pas un mot d'anglais. Mais genre, je parlais pas un mot d'anglais. Et comment vous avez fait? C'était hyper difficile, parce que du coup, j'avais des lacunes techniques. Donc en fait, nous, on n'avait pas été... Enfin, la formation dans l'école précédente était assez formatrice en autonomie, etc. Il y avait plein de bonnes choses. Mais 3D, rendu, pas ouf. Dessin, on se débrouillait. Et du coup, tout d'un coup, il faut que je comble toutes mes lacunes techniques, parce que de toute façon, je parle pas anglais. Je me retrouve avec des Indiens, avec des Chinois, etc. Il faut bien qu'avec eux, en groupe, j'arrive à travailler. Donc, je me retrouve à combler ces lacunes techniques. Donc, des nuits blanches, pour travailler. Du travail, du dessin, etc. Pour réussir quand j'ai une idée, à le montrer à mon prof qui est américain et qui va pas me répondre en français. et voilà. Et après, vous passez le master. Oui, et après, je pars en master, exactement. Car design. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, parlons de car design en même temps. Le car design, c'est quoi? Alors, le care design, on dit que c'est l'innovation en santé sociale. Donc, ça va être plutôt en fait de traiter des sujets qui vont tourner du coup autour de la santé et du social. Le care design s'applique beaucoup à tout ce qui va être projet en clinique, hôpitaux, etc. Mais aussi des projets pour des publics aussi vulnérables. Donc ça peut être pour des personnes âgées, ça peut être pour des personnes en difficulté, etc. Donc on va s'intéresser à des publics plus vulnérables sur lesquels par moment on a moins de solutions. Ou parfois il y a une exclusion qui fait qu'ils ont besoin qu'on soit plus attentif aussi à leurs besoins, et du coup ça peut toucher souvent à des projets de santé, mais aussi au-delà de la santé, et ça touche parfois à la ville, à l'urbain, à des projets aussi avec la ville et les communautés territoriales. Voilà. Pendant votre formation, quel est le projet que vous avez réalisé, soit en groupe ou personnel, qui vous a le plus marqué? En car design? Les deux. En design d'objets comme en car design. Il y en a eu plein. Je dirais qu'à Lyon, on avait travaillé sur un projet, mais qui a un peu été un prémisse du car design pour moi. On avait travaillé sur un projet pour Notre-Dame des Sans-Abri à Lyon, où en gros, en fait, c'était un centre d'accueil pour des sans-abri, et ils voulaient qu'on repense le mobilier extérieur de ce centre d'accueil, mais forcément ils n'avaient pas de budget et l'école n'avait pas de budget. Donc du coup c'était des balades dans la rue pour réussir à récupérer des palettes, etc. Et je me revois avec toute ma classe en train de dessiner tout le mobilier extérieur et de le fabriquer de nos mains. À l'atelier ou bien vous êtes débrouillé? À l'atelier, on avait un petit atelier qui était accessible, donc on était à l'atelier, on fabriquait tout et on a fait tout le mobilier, et ça a été génial et une aventure humaine incroyable. Donc ça, projet assez marquant. Et après, en 3e année, du coup, à Nantes, en bachelor, je dirais, j'ai eu un projet en collaboration avec un étudiant qui était indien. Siddharth, qui est resté un très bon ami, avec qui ça avait été très difficile parce que... de collaborer à cause de la langue. On se comprenait pas. Je comprends. Et comment vous avez géré? Mais je me souviens, ils avaient une chambre universitaire où tous les étudiants internationaux étaient, et du coup je passais mes week-ends là-bas. J'ai découvert beaucoup sur la gastronomie indienne. Et en fait c'était... on devait travailler pour Gauthier Office. Et on devait proposer des bureaux pour Gauthier Office. On était en binôme. Et lui, en fait, il avait plein de bonnes idées, mais pareil, il dessinait pas et tout. Et donc, du coup, je me souviens, j'avais ramené tous les mobiliers de ma maison de poupée. Et on avait pris mes petites poupées et les bureaux de ma petite poupée. Et en fait, il devait découper des bouts de carton pour essayer de m'expliquer ses idées pour que moi, je les redessine et que je les modélise. Vous n'êtes plus en train de parler, vous êtes dans la démonstration avec les poupées. Et ça a marché à la fin? Ça a marché, on a fait un super projet. Et la présentation, comment vous avez fait? Généralement, moi, comme je parlais bien plus mal anglais que lui, je faisais le travail plus technique, et après, souvent, il défendait le projet. Défendait le projet en parlant. Et en car design? Et en car design, j'ai fait un projet incroyable avec
En fait, c'était le groupe des CHU du Grand Ouest. Hugo, ça s'appelle. Et en fait, on était en groupe avec des super copines. Franchement, j'ai adoré mon master. Et du coup, en fait, on devait proposer des solutions pour le service d'onco-hématologie pédiatrique. Okay. Donc, c'est le cancer des enfants. Ah oui. Tu vois. Et en fait, on se retrouve à aller faire des immersions au CHU d'Angers. Et on rencontre des infirmières, on rencontre des familles, on rencontre des enfants. Et en fait, on se rend compte de la réalité des enfants dans les services hospitaliers. C'est pas qu'ils souffrent, mais c'est simplement, tu vois, parce que forcément c'est une période difficile, oui. Mais ils sont hyper bien encadrés, le service c'est incroyable, les gens là-bas sont super, ils mettent plein de cadres, des salles de jeu pour les enfants, ils essayent de ramener de la couleur. Ouais, ils prennent, les équipes, les encadrements, tout est bien mis en place. Et en fait, ils ont des activités tout au long de la journée et tout. S'ils doivent rester hospitalisés pendant plusieurs jours, ils ont des suivis, ils ont des professeurs qui viennent, etc. Pour ne pas rester juste sur le lit de l'hôpital. Et c'est là le problème, en fait. C'est que tout se fait dans le lit. Parce qu'en gros, en fait, ils sont dans leur chambre, mais le lit est central. Ok. Donc du coup, les activités se font dans le lit. Dans le lit. Donc ils ont leur table, tu vois, une tablette un peu qu'on décale vers eux. Sur roulette. Okay. Et du coup, le professeur il vient et puis il fait son activité. Ils sont sur le lit. Ils mangent, ils sont sur le lit. En fait, ils sont en un lieu fixe. Exactement. Et du coup, nous, on s'est dit, en fait, à rester dans le lit, déjà, ils sont malades. Oui. Donc, du coup, il y a aussi un risque quand tu es en manque d'activité, quand tu as des problèmes de santé. Le corps peut... Tu as une perte musculaire. Oui. Donc, du coup, comment on peut faire en sorte de redynamiser les enfants qui puissent sortir du lit et avoir des activités et que tout ne se centralise pas sur le lit. Oui. Comment vous avez fait? Et là, on a imaginé, on a conçu un mobilier qui s'appelait Fresco, qui s'appelle Fresco parce qu'il a vu le jour. Ah oui. Et du coup, en fait, c'était un mobilier qui se mettait au mur avec des coussins qu'on peut décrocher. Une tablette qui se lève avec 2 assises et puis une petite table. Du coup, ce qui fait que quand les professeurs viennent et qu'il y a une activité, ils peuvent le faire sur la table. Donc, il sort du lit et puis il vient sur la table, tu vois, qui prend pas de place et tout. Et il peut faire du dessin, il peut manger avec ses parents, il y a une vidéo sur Internet ou bien des photos? Il y a des photos, il y a des articles, etc. Parce qu'en fait, et puis les coussins, en fait, tu peux les enlever et tu fais ton parcours aussi quand ils font du sport ou des activités où ils peuvent se créer des espaces de détente. Ils bougent comme ils veulent, bon, pas comme ils veulent, mais pour faire des activités comme... C'est ça, ça leur permet d'avoir de pouvoir se bouger du lit. Oui. Et en fait, du coup, le projet a été défendu pendant qu'on était étudiants auprès des CHU du Grand Ouest qui ont adhéré. Il y avait plusieurs projets proposés, ils en ont sélectionné 2. Ils ont adhéré totalement au projet. On était super contentes. Et en fait, ils ont proposé de prendre une étudiante en stage qui n'avait pas travaillé sur le projet, mais sur l'autre projet sélectionné. Elle a été prise en stage chez eux. Et Irénée, elle est espagnole. Et du coup, elle a développé les projets. Les 2 projets aujourd'hui qui sont dans les CHU du Grand Ouest. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son projet mis en place? C'est super valorisant et puis en plus c'était vraiment un super projet. On a adoré ce projet-là. On était dans un groupe, on était 4 ou 5 étudiantes. On a toutes travaillé à fond sur ce projet-là. On était toutes extrêmement investies. Puis ça est resté vraiment des super amis et on était tellement contentes de voir ce projet-là vivre même sans nous. Et Irénée, elle a fait un travail exceptionnel et aujourd'hui, elle est designer de service dans les CHU du Grand Ouest. En fait, elle a fini son stage et on l'a pris en même temps. Exactement. On l'a engagé en même temps. Et donc du coup, c'était une belle concrétisation de voir son parcours aussi derrière et ce qu'elle a su faire de nos projets et tout, c'était trop chouette. C'est waouh. Quand vous finissez tout ça, ou bien avant même que je ne passe ici au Bénin, est-ce qu'il y a une autre anecdote de votre formation, de ce temps de design? Ok, d'accord. On revient donc à ce passage-là. On va après, on passe entre Paris et Lyon pour la formation. Après, on vient à Nantes et maintenant on parle du Bénin. Bon, Cotonou. Comment ça s'est passé? Cotonou.
Cotonou, je sais pas si Cotonou, je l'ai choisi ou si Cotonou m'a choisi, mais il y a un truc qui s'est fait, tu vois, genre un truc qui s'est fait un peu... Il y a eu une adoption sans que vous le sachiez, c'est ça? Ouais, c'est fait tout seul. En Ok. fait, il faut savoir que je n'ai jamais envisagé à un seul moment vivre au Bénin. Ok. Ça n'a jamais été un plan, ça n'a jamais été un objectif et ça s'est fait comme ça sur mon parcours. Alors que vous êtes quelqu'un qui a, la plupart du temps, des objectifs, Ouais. comme pour les écoles, je veux y aller ici, Ouais. je veux ci, je veux ça. Mais comment ça s'est fait? Vous vous retrouvez à Cotonou alors que vous n'avez pas prévu ça. C'est un appel, c'est... En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je savais que je voulais faire du design, enfin de Ok. la recherche en design. Aujourd'hui, en quelque sorte, j'en fais. Mais j'ai jamais su réellement qu'est-ce que j'allais faire comme métier et ce que j'allais faire par la suite concrètement dans la vie professionnelle. Ok. J'étais très sûre de moi dans mes études. Je savais où j'allais, je savais, etc. Et j'étais super épanouie dans mes études. Après, à la fin de mes études, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui. Mais enfin, je voulais plutôt faire de la méthodo, du conseil en design, etc. Je le fais en quelque sorte maintenant avec mes étudiants. Mhm. Et en fait, quand je suis étudiante, Oui. il y a une offre de stage qui est publiée sur le site web de l'école. Une offre de stage, ça parle de design de service, de santé, etc. Je vois l'émission et je me dis, waouh, c'est trop chouette. Ok. Et là, je vois que l'offre, elle est au Bénin. Ok. Et moi, je sais même pas vraiment mettre le Bénin sur une carte, quoi. J'ai Le jamais Bénin, c'est entendu où, en parler fait du Bénin. Ok. Et du coup, je dis, je veux le truc, je me renseigne, je regarde le pays et tout. Je me dis, mais en fait, moi, je connais un peu la région. Ok. Donc, Vous avez déjà été en pas. Afrique une fois? Ouais, j'avais déjà fait le Sénégal, j'avais fait le Ghana. Ok. Et en fait, mes parents ont travaillé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Mali. Ma mère pendant 20 ans au Mali, etc. Donc j'ai un peu, on va dire, j'ai un peu baigné dedans. En fait, vous êtes française d'origine, mais un peu africaine. Ou du moins, africaine, je dirais, depuis des années. On va dire que c'est rigolo parce que la dernière fois, en fait, je lisais un article, non, c'est plus, je crois que c'est Willina, qui est designer d'objets aussi, Ok. béninoise, Oui. qui, elle, a été formée à Paris. D'accord. Elle travaille maintenant à Paris. Qui a reposté une phrase de Olufemi, un ancien étudiant de Ou Olafemi de Africa Design School. Oui, Olafemi qui est un super ami que j'adore, qui a un parcours incroyable aussi. Et lui, il repostait un truc, je sais plus sa phrase, je sais plus exactement comment il disait que la culture d'une personne, c'était la personne qui se la construisait et qu'en fait, Exactement. oui, on pouvait être français, avec des ancrages culturels, peut-être au Bénin, en Afrique, En fait, etc. on ne peut pas définir sa culture en fonction forcément de son teint, De son origine, de son document. de sa nationalité. C'est soi-même en fait Ouais, qui ouais. se le construit autour de sa vie. Exactement. Et Donc- moi, en fait, j'ai un peu, malgré moi, enfin pas malgré moi, mais je me suis construite dans une culture où l'Afrique de l'Ouest faisait partie un peu De votre... j'ai grandi, parcours. j'ai grandi avec. Ok. Moi, ma marraine, elle est bénino-sénégalaise. Et enfin, pour moi, elle a toujours Vous avez- été sénégalaise. En fait, vous avez toujours été béninoise en fait. Vous avez toujours été béninoise, ok. Et ce qui est rigolo, c'est que je pensais qu'elle était sénégalaise et quand je suis arrivée au Bénin, elle m'a dit, mais en fait, je suis aussi béninoise. Je fais, Ah ouais. bon. Bon, vous décidez maintenant, vous avez décidé directement de valider pour la mission. J'ai tout de suite postulé à la mission. Je me suis dit, vas-y, on n'a rien à perdre, on y va. Et j'ai fait mon stage ici, mon stage de fin d'études. Vous l'avez fait où? C'était une start-up qui travaillait dans le médical, Ok. en lien avec Semicity. Donc du coup, je fais ce stage de 6 mois avec la start-up. C'est une nouvelle aventure parce que généralement, moi j'avais des amis qui faisaient des stages dans des boîtes dans lesquelles ils étaient super bien payés, d'autres où ils n'étaient pas payés du tout, ça dépend des conventions des pays, etc. J'ai des potes qui étaient en Italie. En Italie, on ne rémunère pas pour un stage, donc ils n'étaient pas rémunérés. Moi, j'étais ici, j'étais rémunérée, mais c'était pas forcément une rémunération en France, etc. Donc, puis une nouvelle culture, un nouveau pays, etc. Et du coup, c'était plein de challenges. La mission s'est passée comment? Comment vous avez senti le pays et tout? Moi, au début, ça se passe pas très bien. Ok, bon, il y a eu un décalage, vous avez quitté là où vous étiez pour venir. Ça se passe pas très bien. Ouais, c'est nouveau. Je comprends pas tout le système. En plus, je travaille sur la santé, mais le système hospitalier est tellement différent du système français, etc. Oui.
Et du coup, il y a un travail aussi de changer de perspective. Ok. Mais ce qui fait partie du rôle de designer, donc c'était hyper enrichissant. Mais voilà, et du coup, ça a été quand même une sacrée aventure. J'ai fait des propositions qui étaient hyper intéressantes. Qu'ils ont implémenté? J'ai découvert... non, ça n'a pas forcément été implémenté. J'avais travaillé sur un peu la refonte du parcours de soins dans les cliniques du Bénin. Et j'avais travaillé avec une clinique, fait des recherches, des immersions, où je dormais dans la clinique. C'était une aventure, mais c'était super. J'étais hyper bien accueillie, c'était incroyable. Et du coup, la recherche a été incroyable. Et après, ça m'a fait changer de perspective. On a l'impression que vous avez une vocation. Bon, vous êtes construit cette vocation. Moi, je me fais de la recherche. Et banalement, sur le parcours, les choses descendent. Waouh, qui dit, toi, tu vas faire de la recherche, alors tu auras des challenges. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et après les 6 mois, vous avez fait les 6 mois de recherche, vous avez fait votre travail comme cela se doit. Et vous faites 6 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après? En fait, pendant mon stage, moi, quand je suis arrivée, je ne savais même pas qu'Africa Design School existait. Ça existait déjà ou ça n'est pas encore? Déjà. Ah, ok, déjà. Donc, pendant mon stage, je ne savais pas trop ce que c'était Africa Design School. Et en fait, je sais plus, on me dit, il y a Africa Design School. Je dis quoi, Africa Design School en lien avec l'école de design de Nantes? Moi, je suis là, je suis de l'école de design de Nantes, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Et mon stage ne se passait pas hyper bien. Et donc, du coup, je demande un rendez-vous. C'était Timélia, qui était responsable pédagogique à l'époque, et Kéfil. Donc, il n'y avait que eux deux en tant que responsables pédagogiques. Et du coup, je leur demande un rendez-vous. Et je demande à Kéfil un rendez-vous pour lui parler de mon projet de stage, etc. Et j'arrive un peu déboussolée, j'ai moitié les larmes aux yeux. Je suis là, je suis en train de galérer toute seule. Je connais personne au Bénin, j'en peux plus. Et en fait, il me dit, mais attends, mais ton parcours, il est sympa, tes compétences, elles sont sympas et tout. Et Timélia, elle me dit, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un sur un workshop. Tu peux faire le workshop? Et du coup, me voilà la semaine d'après à faire un workshop en partenariat avec Olafemi. Donc, on fait le workshop tous les deux. Un workshop hyper cool. Et du coup, en fait, pendant mon stage, je donnais quelques cours à Africa Design School. D'accord. Bon, en fait, vous êtes venu pour un stage et banalement, vous commencez à faire des cours. Ouais. Et je me retrouve à ADS. Et du coup, après, je rentre en France. Ok. Je soutiens mon diplôme. Et là, je commence la recherche d'emploi. Donc, je suis repartie en France. Et en fait, il faut savoir que moi, mon master, je l'ai fait en double diplôme. Okay. Donc, en fait, je faisais mon master à l'école de design de Nantes et en même temps, je faisais un master à l'IAE en management et administration des entreprises. Ok. Et du coup, j'avais déjà soutenu à l'IAE. Non, j'avais pas encore soutenu. Si, j'avais soutenu à l'IAE, mais il y avait... Si, j'avais soutenu à l'IAE, donc je rentrais vraiment pour soutenir pour l'école de design de Nantes. Et du coup, là, je rentre, je fais ma soutenance finale, ça se passe bien, c'est top. Il y a plein de copains, il y a la famille, c'est chouette. Et puis, je me mets à chercher du travail. Ok. Donc, il n'y a pas eu de stage avant? Le stage, c'était au Bénin. Ok. Donc, le stage de 6 mois. Ouais, ok. Ouais. Donc là, je me mets à chercher du travail. Donc, je postule à plein de... dans plein de boîtes, j'ai plein d'entretiens, j'enchaîne les entretiens sur Lyon, sur Paris, un peu partout, je fais des tests. Vous avez été prise quelque part? En fait, les processus sont assez longs. Okay. Donc en fait, moi j'étais en phase dans 2 processus quand Africa Design School est arrivé. Un processus avec Artefact, qui est une agence à Paris, et aussi PwC qui est aussi à Paris, qui ont leur lab de design. Et ça m'intéressait grave, parce que c'était plutôt en mode un peu du consulting par le design, de l'innovation par le design, etc. Donc un truc un peu global, moi j'aime bien le global. Je ne suis pas branchée tant objet, design industriel, Vous ne voulez etc. pas rester forcément dans un seul? Non, je voulais un truc un peu global. Et du coup, les processus sont longs, donc c'est-à-dire que je postule en septembre, j'ai peut-être 3-4 entretiens entre septembre et décembre, plus des tests, enfin des trucs. Pour vraiment tester si vous êtes parfaite pour le poste. Donc à la fin, tu te retrouves, tu n'es plus que 2 candidats, et il y a encore d'autres tests. On trie. Et en fait, mon projet de fin d'études, il avait été sélectionné pour être exposé à l'exposition des projets de fin d'études de Nantes. Ok. Et du coup,
moi, il y a Timélia qui rentre du Bénin pour venir présenter les masters du Bénin à Nantes, etc., en décembre. Et là, il y a Jean-François Ancel qui est là, Oui. qui est directeur adjoint Africa Design School. Et moi, je suis là. Et puis, en fait, on papote parce que il y a aussi en même temps la remise de diplôme. On va me remettre mon diplôme. Timélia, je suis contente de la revoir. On papote. Oui. Et Jean-François me demande si j'ai trouvé du travail. Et voilà, moi, je suis en pleine recherche, machin, etc. C'est intéressant. Et puis en fait, de là, le poste, c'était la possibilité du poste s'ouvre à moi. Et du coup, on m'en parle et je postule. En tant que responsable pédagogique directement. En tant que responsable pédagogique directement. Et une fois que vous êtes accepté, vous avez été engagé, vous êtes mis dans vos fonctions, vous commencez la formation avec Africa Design School. C'est avec vous que le design d'objet est venu? Ouais. Ok, bon, après, c'est maintenant, il y aura le diplôme de la première promotion. Ouais. Donc, c'est avec vous que cette première promotion a été formée. Quand vous venez en tant que RP, vous venez de sortir, vous avez pour objectif de remettre en place toute la pédagogie, c'est ça? Mais c'est à vous de gérer tout ça. Ouais, en fait, je me retrouve, forcément, il y a une pédagogie qui est déjà en place à Africa Design School, qui est un peu le prolongement de la pédagogie de Nantes. Donc moi, je l'ai vécu en tant qu'étudiante. Exactement. Et forcément, c'est adapté, c'est contextualisé. Et du coup, moi, je me retrouve à monter le programme. C'est-à-dire que les modules de cours, il faut monter les modules de cours. C'est chaud pour vous? Ah oui, il faut recruter les intervenants. Moi, j'ai fait quelques mois au Bénin, mais j'ai fait quelques mois voilà, j'ai pas un réseau non plus de ouf. Il faut recruter tout le monde. Et puis, il faut se mettre à la pédagogie. En fait, il y a tout un volet administratif, même si j'ai fait mon double diplôme en management et administration des entreprises. Il y a un volet administratif, monde du travail, etc. Moi, j'avais fait des stages plutôt dans des petites agences, donc des trucs où la dynamique était différente. Donc, il fallait reprendre toute cette dynamique-là. Et puis monter un programme, mais ça, j'étais là en mode, j'étais formée, mais moi, j'ai pas été formée à monter un programme. On vous jette à ça pour le faire. C'était difficile, mais vous avez pu le faire. On l'a fait avec les équipes d'Africa Design School. Et puis j'ai réussi à développer un bon réseau avec des intervenants, etc., qui ont tout de suite cru au projet, des rencontres, etc., qui ont fait que j'ai des intervenants qui sont là depuis le début et qui ont vachement appuyé le développement de cette filière-là aussi, quoi. Et avec vos premiers étudiants qui aujourd'hui ont fait leur soutenance récemment, qui vont être diplômés d'ici là, comment s'est fait le processus? C'est une promotion à laquelle je suis forcément très attachée, parce qu'en fait, on a monté le programme ensemble, donc du coup, ça a été un chemin et on a grandi ensemble, c'est-à-dire que on était tous nouveaux. Autant eux que vous étiez tous nouveaux dans le domaine et dans la fonction d'étudiant et de RP. C'est très intéressant. Maintenant, les étudiants, parce que cette classe-là, moi, en tant qu'étudiant qui était venu juste une année après eux, j'ai vu lors de leur deuxième année, ils ont réalisé un projet magnifique. Il y a Mishkat qui nous en parlait la dernière fois. Et pour les femmes, ce projet, ça a été monté comment? On va dire que moi, en tant que responsable pédagogique, pour moi, c'est aussi une opportunité de transmettre forcément la pédagogie que moi, on m'a transmise. Donc, je m'inspire en fait de la méthodologie que j'ai pu avoir, que ça soit pendant mon cursus dans mon lycée qui était incroyable. J'ai appris beaucoup, j'ai eu des super profs, etc. Ce que j'ai découvert à Lyon, à la Martinière Diderot, etc., qui a été hyper formateur aussi. C'était une méthode totalement différente. Puis après à Nantes, bachelor hyper différent, puis master hyper différent. Et du coup, c'est un peu tout ça et tout ce que j'ai pu voir et les intervenants géniaux que j'ai eu sur tout mon parcours qui vont inspirer ce que moi je mets en place avec les étudiants. Et en fait, j'ai toujours été assez
assez, comment dire, débrouillarde, etc. Et moi, la recherche par le design, je lis beaucoup sur de la recherche en design, des trucs, des articles, des designers qui sortent des trucs, etc. J'adore ça. Et en fait, je me dis que tout est possible. Et donc, en fait, cette recherche que je peux pas appliquer par moi-même au quotidien dans mon travail, je le fais un peu par les projets des étudiants. Ok. Donc, il y a des sujets où je me dis, ça, c'est des sujets qui sont trop importants. Il faut absolument que je nourrisse mes étudiants de ces sujets-là. Et forcément, tout ce qui va être design responsable, design durable, etc., ça en fait partie. Les conceptions, ça en fait partie. Moi, je suis persuadée que tout designer maintenant doit être un designer conscient et que il y a Victor Papanet qui est un designer, on va dire, pionnier dans l'éco-conception. Qui dit que dans toute pollution, le designer a sa part de responsabilité. Et moi, quand j'ai lu son livre et quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a mis un peu une claque parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je dessine un truc, je suis là sur ma feuille de papier, je dessine un truc. Demain, après, peut-être qu'il va être produit en série. Et en fait, cette production va avoir un impact. Soucis, n'importe comment. Et les gens vont l'acheter, etc. Et en fait, je dois être conscient aussi de ce que je fais, de pourquoi je travaille. Comme je le disais à M. Ifédé, le designer, c'est pas un politicien, ce n'est pas quelqu'un, c'est un acteur, en fait, du développement, que ça ait un impact négatif ou positif. Il est l'auteur, en fait, de la chose. Il doit trouver le moyen de faire en sorte que l'impact ne soit pas trop négatif pour les personnes. Et ces étudiants-là, quand vous voyez qu'ils m'ont expliqué qu'ils ont commencé le projet par un workshop et plus tard c'est devenu un événement parce qu'eux ils voulaient vraiment pousser la chose jusqu'au bout. Et quand ils se mettent devant pour réaliser un projet comme ça, parce qu'ils m'ont expliqué qu'à un niveau, ils voulaient dépasser le contexte que vous, en tant que RP, vous leur avez donné, parce que c'était une exposition comme après nos workshops les vendredis, eux ils voulaient vraiment pousser. Quand vous voyez vos étudiants faire ça, qu'est-ce que ça vous fait? Après, non, c'était pas exactement ça le brief initial, parce qu'en fait, en gros, on a été... moi, j'ai l'occasion de rentrer en contact avec Emmaüs Bénin. Emmaüs des Bénin, j'adore Emmaüs. C'est kiffant. Emmaüs, en fait, en France, c'est tout un truc où tu es étudiant, t'as pas trop meublé ton appartement, tu vas à Emmaüs, t'achètes une lampe à 2 francs 6 sous et puis tu la mets dans ton intérieur et puis ça marche. Tu découvres des pièces de designer de ouf qui sont totalement oubliées et toi t'as un peu de culture design et tu te rends compte que t'as acheté un truc de ouf à pas cher. Et il y a plein de trucs incroyables que tu peux chiner dans les Emmaüs, etc. Et ils ont un truc qui s'appelle les résilients d'Emmaüs. Donc j'ai eu plein d'échecs sur mon parcours, et notamment le fait que j'avais postulé en stage aux résidents d'Emmaüs, j'avais pas été prise. Et en fait, c'est un atelier où, en gros, en fait, ils vont prendre des invendus d'Emmaüs et ils les upcycle pour en faire de nouveaux objets. Et après, en fait, ils les vendent. Et ils travaillent, ils collaborent avec des designers pour faire ça. Ils collaborent aussi avec des artisans. Des artisans, mais aussi en fait avec des prisonniers en réinsertion. Donc il y a tout un programme de réinsertion, etc. Et en fait, du coup, il y a toute une chaîne de valeur qui est autour de l'objet et de l'upcycling de cet objet-là. Et moi, je rencontre les gens d'Emmaüs Bénin et je leur dis, ça peut être intéressant en fait. Vous avez plein d'invendus, vous avez des bric-à-brac, il y a peu de visibilité, etc. On pourrait en fait créer de la valeur, créer tout un événement, etc. autour de ça. Et donc, du coup, on commence par un workshop. Je dis aux étudiants, venez, on va dans les bric-à-brac. Chaque groupe prend 3 objets et après, il doit créer un nouvel objet à partir de ça avec une nouvelle fonction. Hyper intéressant parce que du coup, c'est très manuel et en fait, on est dans l'expérimentation directe. Donc, ils sortent tous un objet, hyper cool. Et après, on fait un projet un peu plus long où je leur demande de faire une collection d'objets qui est dans la ligne du coup éditoriale du premier objet. Donc là, on est vraiment dans le délire collection. Il faut qu'il y ait des codes qui soient reproductibles, etc. Donc on retourne au bric-à-brac, on prend les objets de nouveaux objets, et puis on crée la ligne de la collection d'objets, et puis ils la réalisent. Et après, 3e point, on faisait un workshop événementiel. Et ils avaient une semaine, forcément il y a des trucs qu'on prépare avant, mais ils avaient une semaine pour préparer un workshop, un événement. Et du coup, ils étaient accompagnés en cours de communication, médiation de projet, sur la création de l'événement, etc. Et l'événement, parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait du sens dans le discours. Autour de l'événement. Donc,
on détermine avec Emmaüs Bénin qu'on va faire l'événement le 8 mars. Ok. Et que en fait, on va faire une vente aux enchères et que les bénéfices de la vente iront à Emmaüs Bénin pour participer, pour avoir des sous pour une action qui serait en faveur de l'autonomie des femmes. Ok. Donc voilà, c'était la ligne directrice que les étudiants avaient. Après, on les accompagnait sur la mise en page, les invitations, les trucs, etc. Ils devaient créer une identité pour l'événement. Ils ont dû faire un catalogue. Oui, parce que le catalogue affiches, était etc. magnifique. Oui, merci. Oui, le catalogue était magnifique. De tous ces objets, quel était l'objet que vous avez le plus apprécié? Non, il y a eu plein d'objets. Oui. Il y a plein d'objets très chouettes. Moi, j'ai adoré ce que les étudiants ont fait. J'ai adoré la collection de Kodou et Alaké qui était inspirée du design pop. Et moi, j'adore le design pop. Donc, tout ce qui est hyper coloré, très vif, etc. Je trouvais ça trop chouette. La collection de Loïc et non, la collection de Loïc et Lionel. Ok. Elle était incroyable parce que c'est un côté très industriel, où on voit vraiment le métal, etc. Trop chouette, j'avais même acheté la table qui est dans le salon. Donc voilà, il y avait plein de trucs. Bon, il n'y a pas d'objet phare, mais tous les objets avaient le sens pour vous. Ouais, et puis c'était assez émouvant de voir jusqu'où les étudiants avaient pu mener le projet. On a eu, c'est un bon souvenir ce projet-là, à l'événement. C'est un bon souvenir. On n'a pas dormi, on a tous fait des nuits blanches, on a beaucoup travaillé, tous ensemble. Oui. Et c'était assez fort et ça a été beau de voir en fait qu'ils arrivaient à la fin à avoir des objets concrets et aussi à ramener toute une communauté autour. Oui. Parce qu'ils ont réussi quand même à faire parrainer par la présidente de l'INF, Madame Nagadja. Oui. Ils ont réussi à ramener des ambassadeurs par son biais aussi. Oui. Donc c'était un événement incroyable. Donc là, il y a cette fierté-là quand même d'avoir accompagné ces étudiants-là. Bien sûr. Alors que de base, vous étiez tous nouveaux. Alors, après cet événement, aujourd'hui, ils ont terminé. Qu'est-ce que vous allez dire à ces étudiants-là? Moi, qu'est-ce que je leur dis? On en a déjà beaucoup discuté, on a fait des points ensemble après leur soutenance, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'ils soient... déjà, je souhaite plein de bonnes choses sur leur parcours. C'est des étudiants qui m'ont beaucoup marqué et j'espère que j'aurai plein de nouvelles d'eux. J'espère qu'ils oseront aller jusqu'au bout de leurs ambitions parce que comme je le disais, même si aujourd'hui je sais pas, je fais un accessoire mais mon ambition c'est de faire un avion, et ils peuvent le faire et ils ont toute la force en eux pour le faire, donc j'espère qu'ils se donneront les moyens de continuer et qu'ils vont pas s'arrêter là. Et ceux qui sont venus après, j'espère que pour vous, ils sont dans la même dynamique que leur RD. Bon, après, ils ont la même RP, donc je pense qu'au début, on les a déjà mis dedans, dans la tête, ce qu'il faut. Et le Bénin, pour vous. Bon, on comprend déjà que le Bénin, c'est vous, en fait, c'est une partie de vous. Mais aujourd'hui, le Bénin, pour vous, ça fait déjà 4 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire du Bénin? Qu'est-ce que je peux dire du Bénin? Le Bénin, pour moi, ça a été une chance incroyable parce que ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'épanouir professionnellement, mais aussi personnellement au Bénin. Et en fait, le Bénin, c'est souvent ce que je dis aux étudiants, c'est que généralement, ils rêvent d'ailleurs, mais c'est normal. On a tous envie de bouger, de voyager un peu. Je l'ai fait aussi quand j'étais étudiante, j'ai voulu découvrir d'autres choses. Mais en fin de compte, aujourd'hui, ils ont la chance d'être dans un environnement qui est hyper dynamique. Il y a beaucoup d'opportunités et il faut faire attention parce que si ces opportunités-là, elles ne sont pas prises par des jeunes béninois, elles seront prises par d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Bénin, c'est comme un hub où tout le monde veut venir. Chacun se cherche et chacun doit prendre les opportunités. Donc le Bénin, c'est un pays qui m'a accueilli, auquel je suis très attachée et dans lequel je m'épanouis énormément et qui est rempli d'opportunités. Et ça, c'est assez fou en fait. Parce que j'ai des amis qui sont encore en France et on a fait les mêmes études. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai la chance de vivre des choses magnifiques, incroyables, de rencontrer des personnes incroyables et des personnes assez importantes.
parce que je suis là en fait, et c'est fou quoi. Ok. Et on comprend donc que le Bénin a été... bon, le Bénin est chez vous, le Bénin vous a accueilli et tout. Et j'aimerais, parce qu'on est en train de venir à la fin, j'aimerais que vous donniez un conseil à ces jeunes-là qui veulent devenir designers. Bon, vous pouvez inclure ceux qui sont encore dans les salles aujourd'hui et qui passent, qui vont venir. Vous leur donnez ce conseil-là vous donnez-leur un conseil pour que, comme je le demande à tous ceux qui passent, pour que ces enfants-là sachent en fait, mais ces frères, ces sœurs qu'on a, sachent pourquoi en fait il faut devenir designer, pourquoi il faut choisir en fait ce qu'il faut faire dans sa vie. Parce que on comprend que vous avez un profil qui a vraiment décidé par elle-même. C'est pas le hasard qui a tout fait. Donc donnez-leur ce conseil-là. Mais qu'est-ce que je dirais? Allez-y. Non, je dirais que déjà il faut toujours croire en ses ambitions et donner se donner tous les moyens pour pouvoir réussir. Le métier de designer, c'est un métier qui est hyper enrichissant. Généralement, on dit que le designer, c'est quelqu'un qui sait un peu rien d'à peu près tout. Donc ça veut dire qu'on est des personnes super curieuses et donc du coup on s'épanouit, on apprend tout au long de notre vie. Bien sûr c'est la même chose dans tout un tas de métiers, mais le métier de designer reste particulièrement enrichissant et ça nous permet de toucher à beaucoup de choses. Donc si vous avez des rêves de conception, de création, etc., venez faire du design. Et donnez-vous les moyens en fait. Donnez-vous les moyens. Il faut travailler, il faut jamais perdre espoir. D'accord. Et quelle est la vision après? La vision après, c'est-à-dire Africa Design School. Ouais. Vous êtes RP aujourd'hui. Ouais. Demain, qu'est-ce qui se passe? Demain, qu'est-ce qui se passe? Oui. Moi, je fais un petit peu, on va dire, pour m'amuser, je fais un petit peu de mobilier à côté. Ok. On va dire que c'est juste parce que j'aime bien garder un peu une patte de création à côté. Je collabore aussi sur une marque de vêtements. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir développer mes activités aussi personnellement à côté, que ce soit dans le mobilier, pas à travers la marque. Aussi des ambitions aussi dans un cadre associatif. Et j'ai aussi des ambitions de conseil en design, en innovation, donc plutôt sur de l'accompagnement à l'innovation en règle générale. Donc est-ce que ça sera... Il y a quelque chose de très grand qui vient. Ouais, il y a plein de trucs qui arrivent. Ça va être chouette. D'accord. Et il y a quelque chose que je demande aux invités de faire et qu'ils verront eux-mêmes dans quelques années, c'est de parler à leur future personne. Waouh, c'est super dur ça. En fait, vous parlez à la personne dans 5, 10 ans, 15 ans, quand vous décidez de voir la vidéo. Ok, allez-y. Je trouve que c'est hyper compliqué comme exercice, mais ok, qu'est-ce que je dirais dans la personne dans 5-10 ans? J'espère sincèrement avoir réussi à avoir continué en fait d'évoluer dans la même dynamique, en développant plein de nouveaux projets, avoir continué de travailler dans l'univers du design sur plein de sujets hyper enrichissants. J'espère avoir réussi aussi à monter mes propres activités, un peu aussi de temps en temps pour moi, même en continuant d'accompagner les autres. Et puis j'espère que j'ai continué de devenir la girl boss que je souhaite devenir, quoi. D'accord, merci beaucoup. Je vais vous poser quelques questions et vous allez répondre, c'est histoire de le mettre aussi sur les réseaux. Votre livre préféré? Moi, un de mes livres préférés, ça reste, dans l'univers du design. Hein. Ok. Je vais dire qu'un des livres que je conseille aux étudiants, ça serait absolument de lire le livre de Stéphane Vial. Alors, comment il s'appelle déjà? C'est Cours de traité du design. Ça, c'est un fondement incroyable. On peut le relire toute sa vie, c'est super. Et puis, gros coup de cœur sur Victor Papanek, Design pour un monde réel. D'accord. Et le designer qui vous inspire le plus?
il y en a plein qui nourrissent, qui nourrissent ma créativité au quotidien. La dernière fois, j'avais découvert le travail d'un designer nigérian qui était incroyable, hyper coloré, etc. Après, j'avais une obsession plus jeune pour Mathieu Lehanner. Ok. C'est totalement obsessionnel autour de tout ce qu'il faisait. D'accord. Un matériau que vous aimez particulièrement? J'adore le métal. Ok. Un objet du quotidien que vous trouvez parfaitement conçu? Un objet du quotidien que je trouve parfaitement conçu. Oui. Mais non, mais elles sont difficiles, tes questions. Elles sont super difficiles. Que je trouve parfaitement conçu. Oui, parfaitement conçu. Particulièrement parfaitement conçu. Oh, je bug. J'ai grave un bug. Ah non, c'est nul de bugger sur cette question-là. Bon, je crois. Bon, vous allez y réfléchir, vous allez nous dire ça plus tard. Ça marche. Ok. Mais je pense que tout peut être amélioré en fait. Il y en a plein qui sont hyper bien conçus parce qu'en fait on a un usage qui est hyper intuitif, ils respectent totalement les 3 piliers du design, que ce soit l'identité, l'usage et la technique. Mais forcément, on peut toujours un petit peu améliorer, un petit peu implémenter. Il y a toujours un petit élément sur lequel on peut travailler. Le métier de designer, tout se transforme, comme le dit Lavoisier. Voilà. Si vous n'étiez pas designer, quel métier auriez-vous fait? Je sais pas. Moi, j'aurais fait de la recherche. Donc, je sais pas, je serais devenue sociologue, je serais devenue... Ou sinon, enquêtrice, tu vois. Okay. Mais j'aurais fait de la recherche. D'accord. Un lieu au Bénin que vous aimiez particulièrement? Un lieu au Bénin que j'aime particulièrement, moi je suis addict à la Rivière Noire. Ok, à Djara. Ouais. Le mets que vous aimez le plus au Bénin? Ignampi les fromages pelants. D'accord. Une qualité indispensable chez un designer? La curiosité. D'accord. C'était toutes les questions pour moi. Super. Merci beaucoup d'être venu à Designer Afrique. On espère vous reprendre peut-être pour un sujet, mais un projet particulier. Je dirais que Designer Afrique, c'est un podcast qui est hyper prometteur. Il faut venir l'écouter parce qu'il faut venir s'inspirer de designers en Afrique, au Bénin. On a la chance d'avoir un environnement, un écosystème qui est hyper bien nourri. Et il y a plein de jeunes qui sont hyper prometteurs, donc il faut venir les écouter impérativement parce que ce sera les designers de demain. Ok, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Designer Afrique. Et merci à vous d'avoir suivi Designer Afrique. On se rattrape pour un autre épisode. Merci.